Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne pour cette toute première vidéo. Je m'appelle Claire. Je suis la fondatrice et l'animatrice du centre Viva la Vida. Ce centre a pour mission de permettre à la fois la régénération naturelle de la santé d'enfants diagnostiqués cancéreux et l'éveil de leur maman aux clés de la santé naturelle. Qui suis-je ? Quel est mon parcours et quelle est mon expérience en matière de santé naturelle? C'est à ces quelques questions que va te répondre cette vidéo. Je suis née en France. Mariée à 22 ans, nous partons, mon mari et moi, pour vivre pendant quelques mois à Zabré, au sud du Burkina Faso. Et nous nous trouvons tout d'un coup dans un milieu extrêmement rude et éprouvant pour notre santé. Le paysage est désertique, le climat est chaud et sec, il y a beaucoup de moustiques qui transmettent toutes sortes de maladies telles que l'onchocercose qui rend aveugle ou le paludisme. 3 mois après notre arrivée, je fais une crise de paludisme. Je me rends à l'hôpital où ils me font une injection de quinine. Mais quelques jours plus tard, le paludisme reprend. Alors je me rends de nouveau à l'hôpital et là ils me disent qu'ils ne peuvent plus rien faire pour moi car on ne peut pas procéder à 2 injections de quinine trop rapprochées dans le temps. Ils me disent de rentrer chez moi et que ça va passer. Nous voyageons dans le nord du pays où nous avons prévu de loger chez des amis burkinabés. J'arrive là-bas en pleine crise de paludisme. J'ai de la fièvre, des violents maux de tête, des douleurs dans les articulations, des tremblements, des vertiges. J'arrive en larmes chez mes amis et je leur explique que l'hôpital m'a renvoyé chez moi. Ils me disent alors qu'il existe un guérisseur dans leur village qui vend des plantes pour soigner toutes sortes de maladies. Ils s'y rendent et me rapportent des écorces d'un arbre local en me disant qu'il faut les faire bouillir et me laver avec la décoction bien chaude. Immédiatement, ils font bouillir les écorces et m'apportent un seau avec un gobelet pour me laver avec le mélange. Je te rappelle qu'on est en Afrique, donc là-bas, il n'y a pas le confort moderne des salles de bain. Donc, je suis leurs instructions et immédiatement après m'être douchée, je me sens beaucoup mieux. C'est incroyable pour moi, c'est miraculeux, c'est inespéré. Les douleurs disparaissent, mon corps se détend, j'ai envie de dormir et je pars me coucher. À mon réveil, je suis déjà beaucoup mieux et je demande à mes amis de me préparer de nouveau le mélange d'écorces bouillies, ce qu'ils font volontiers. Je suis devenue addicte de cette potion magique et j'utiliserai ce traitement pendant quelques jours. Le paludisme va disparaître et il ne reviendra pas. Ainsi, mes amis burkinabés m'ont enseigné la phytothérapie, c'est-à-dire le pouvoir, la puissance, l'efficacité et à la fois l'innocuité des plantes médicinales. C'est là-bas, au cœur de l'Afrique sahélienne, qu'ils m'ont enseigné le pouvoir des plantes sur la santé. Les Burkinabés me disaient que, d'après eux, partout où il existait une maladie, dans la nature, Dieu, quelque part, avait mis une plante qui pouvait soigner cette maladie. Et moi, ça m'a permis, cette expérience, de me rendre compte que les bienfaits des plantes médicinales pouvaient parfois égaler, voire dépasser, le pouvoir des médicaments fabriqués par l'industrie pharmaceutique. En effet, j'ai expérimenté par moi-même que cette décoction de plantes non seulement avait fait disparaître les symptômes du paludisme, mais en plus avait permis une forme de régénération de mon corps où je m'étais sentie beaucoup plus en forme, et ce, sans aucun effet secondaire. 3 années plus tard, nous sommes au Cameroun où nous vivrons pendant 2 ans. J'ai accouché là-bas de mon 2e enfant né à la maison. Le bébé se porte bien, il dort bien la nuit,
il est tranquille, il s'éveille, il grandit, il grossit. Moi, je travaille à plein temps et je l'allaite, donc je l'emmène partout avec moi. Je me retrouve un petit peu comme ces femmes africaines qui ont, elles aussi, partout leur bébé dans le dos. Et au bout de 6 mois, l'enfant commence à être malade. Il commence à faire des maladies tropicales et l'enfant s'affaiblit, il perd du poids. Craignant pour sa vie, je me retrouve à faire appel à la médecine. On me prescrit des antibiotiques de base qui ne fonctionnent pas, il faut passer à des antibiotiques plus costauds, mais ça continue, les maladies s'enchaînent. Et au bout de 6 mois, l'enfant a un abcès énorme, je pars consulter un médecin européen qu'on m'a conseillé et qui exerce en brousse. Donc je pars en brousse avec mon bébé, et là-bas, le médecin me dit que l'enfant ne va pas supporter la saison sèche chaude qui commence à peine. Nous sommes au mois de mars, en climat tropical dans l'hémisphère nord. Le médecin ordonne un rapatriement en Europe. Je pars donc à Douala, où je vois un autre médecin qui confirme le diagnostic et qui ordonne le rapatriement sanitaire en France dans le cadre de l'assurance rapatriement. Donc nous partons, mon bébé et moi, pour Paris-Charles de Gaulle, l'aéroport où nous sommes attendus par une ambulance qui me déposera au domicile de mes parents. Le lendemain, nous partons voir un médecin qui fait toutes sortes d'analyses pour vérifier s'il n'y a pas eu des séquelles de ces 6 mois de maladie. Ces analyses ne révéleront rien d'inquiétant ou d'anormal. Par ailleurs, le médecin me prescrit un petit antibiotique de base qui ne fonctionnait pas au Cameroun à prendre pendant quelques jours. Rapidement, l'enfant se remet. Il va beaucoup mieux, il fait ses exercices pour apprendre à marcher, je lui fais ses petites purées, tout va bien, il reprend du poids, il fait son 4 pattes, il monte les escaliers tous les jours. Il est complètement remis, il a repris du poids. Le médecin, au bout de 3 semaines, me donne le feu vert pour repartir au Cameroun. Nous revoilà donc à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et ce n'est pas si simple. J'ai enregistré ma valise, mais les autorités camerounaises me bloquent parce que mes papiers ne sont pas à jour. Je dois négocier et expliquer que ma carte de séjour est encore en démarche dans les bureaux à la capitale du pays, à Yaoundé. Et je leur explique que j'ai eu une urgence pour sortir du pays étant donné l'état de santé de mon enfant. Les Camerounais vont se montrer extrêmement bienveillants et compréhensifs. Les Africains sont extrêmement sensibles à la vie et aux enfants. Donc ils vont quand même me laisser passer. Il est presque minuit. Je serai la dernière à monter dans l'avion avec dans les bras mon petit bébé qui deviendra un jour pilote d'avion. Mais ça, je suis très très loin de m'en douter. Nous volons pour la capitale économique à Douala, puis nous reprenons un autre avion pour Ngaoundéré, Garoua et enfin Maroua, tout au nord. Et là, en quelques jours, en moins d'une semaine après notre arrivée, mon bébé est à nouveau malade. Il attrape 2 maladies. À la fois, il fait une crise de paludisme et il attrape une conjonctivite tropicale qui donne des maux de tête atroces. Je n'ai pas le courage de continuer dans ces conditions. Donc nous décidons, mon mari et moi, d'arrêter nos contrats de travail tous les 2. Nous organisons notre retour en Europe et au bout de quelques semaines, nous partirons pour la France. Cette deuxième expérience sur le continent africain m'aura enseigné l'importance du milieu extérieur sur la santé. Parce que pour moi, c'est de toute évidence, mon bébé qui est extrêmement malade au Cameroun se remet immédiatement dès qu'on est en France. Puis à nouveau, il est malade au Cameroun. Et quand on reviendra en France, il ne sera plus malade. Je n'aurai même pas besoin d'aller voir un médecin pour ce deuxième retour. Et
pour moi, ça m'a enseigné combien le milieu joue sur l'état de santé. Donc là, je vais ouvrir une petite parenthèse dans la narration de mon histoire personnelle. De mon point de vue, lorsqu'un enfant développe un cancer, cela signifie que son corps ne parvient plus à résister à la toxicité de son environnement et de son mode de vie. Et moi, je suis convaincue qu'en offrant à l'enfant la possibilité de se rendre dans un environnement radicalement différent avec un autre mode de vie, son corps pourra régénérer sa santé et que par la suite, les cellules cancéreuses pourraient disparaître. C'est dans cet esprit que j'ai créé le centre Viva la Vida afin d'offrir aux enfants cancéreux à la fois un environnement et un mode de vie que je qualifie de cancérifuge. Cancérifuge, c'est l'inverse de cancérigène, parce que de mon point de vue, un enfant qui développe un cancer est dans un milieu et un environnement par définition qui sont cancérigènes. Cancérigène, cela signifie favorable à l'apparition du cancer. Et de mon point de vue, si l'enfant se retrouve dans un environnement et avec un mode de vie qui sont cancérifuges, bon, tu trouveras pas ce mot dans le dictionnaire, je l'invente, donc je te donne ma définition. Cancérifuge, l'inverse de cancérigène, donc favorable à la disparition du cancer. Eh bien, de mon point de vue, l'enfant pourra régénérer sa santé et le cancer pourrait disparaître. Voilà, c'est un point extrêmement important, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc je ferme ici la parenthèse et je reviens à la narration de mon histoire personnelle. Est-ce que tu te souviens où on en était? Oui. On avait passé 2 années au Cameroun et on rentre en France avec nos 2 jeunes enfants. Je suis enceinte de mon 3e enfant. Nous partons vers Briançon dans les Hautes-Alpes où nous allons rester pendant quelques mois à plus de 1300 mètres d'altitude. C'est un milieu extrêmement régénérant et favorable pour nous après ces 2 années éprouvantes au niveau de la santé. Et la santé est devenue pour moi la priorité numéro 1. J'ai besoin de comprendre après toutes ces épreuves que nous avons vécues au Cameroun. À cette époque, il n'y a pas encore Internet. Donc, je me rends dans les bibliothèques des magasins écologiques de la ville de Briançon. Et je découvre l'ouvrage de Raymond Dextrait, un livre qui s'appelle « La méthode harmoniste », livre de 600 pages qui est encore édité aujourd'hui. Donc c'est un traité de médecine naturelle qui expose une méthode, une façon de vivre en harmonie avec la nature de façon à maintenir le corps en bonne santé. C'est pour moi une révélation, ça éveille ma conscience, ça change mon regard et désormais je comprends le fonctionnement du corps humain, je comprends pourquoi les maladies surviennent et comment réagir ensuite. Je comprends qu'une maladie est en fait une réaction de malaise du corps suite à un surcroît de toxines, suite à une accumulation de toxines et qu'il convient alors pour obtenir la guérison d'accompagner le corps dans l'élimination de ce surcroît de toxines. Ça devient simple, c'est lumineux, ça devient une évidence. Et je vais appliquer ces principes de santé naturelle dès ce moment-là. Donc nous commençons par faire un jeûne de 3 jours en suivant la méthode du Dr Bircher-Benner qui consiste à remplacer les repas par des jus de fruits ou de légumes ou par des tisanes. Ensuite, nous nous intéresserons à d'autres méthodes qui suivent les mêmes principes que la méthode de Raymond Dextrait, qui sont similaires. Nous découvrirons l'évangile essénien de Edmond Bordeaux-Sekeli, le livre La santé à la pharmacie du bon Dieu de Maria Treben. Nous nous intéresserons à l'hygiénisme fondé par Herbert Shelton
et au magnifique travail sur les plantes médicinales effectué par Isabelle Chippards, que nous irons directement rencontrer sur sa Herbs Farm en Australie. Chaque auteur apporte sa pierre à l'édifice, mais au final, toutes ces méthodes sont cohérentes et convergentes, et elles convergent vers ce que certains appellent le chemin vers la santé parfaite, c'est-à-dire la recherche d'un fonctionnement idéal du corps humain qui est fait pour fonctionner de façon parfaite. Et nous allons rester pendant 7 années en France où vont naître nos 4 prochains enfants, puis nous partirons en Nouvelle-Calédonie pendant 1 an où va naître notre 7e enfant, puis nous passerons 3 ans en Australie où va naître notre 8e enfant, et enfin nous irons en Bolivie où nous sommes depuis 12 ans et où sont nés nos 3 derniers enfants. Au cours de ces 23 années de vie, d'aventure sur 4 continents, d'élargissement de notre famille devenue méga nombreuse, la santé fut pour moi un pilier sur lequel s'appuyer pour relever les défis qui se sont présentés et arriver là où je suis parvenue. Cela m'a permis d'expérimenter les lois du vivant directement sur mon corps et sur celui de mes jeunes enfants. Et désormais, je n'ai plus peur de la maladie. Au contraire, j'ai pleinement confiance dans la biologie, la physiologie et le fonctionnement fabuleux du corps humain. Par ailleurs, je ne me sens plus dépendante du système pharmaceutique ou médical et j'ai la satisfaction de me sentir autonome dans ce domaine. J'ai compris les principes fondamentaux et je sens que désormais je détiens les clés de la santé naturelle. Si bien que, au cours de ces 23 années, nous ne ferons appel à l'hôpital qu'à 4 reprises suite à des accidents graves. Par exemple, quand on avait besoin d'intervention chirurgicale suite à des incisions profondes nécessitant des points de suture ou des fractures déplacées qui nécessitaient une opération sous anesthésie générale pour remettre les os en place ou des morsures de serpents mortels. Mais pour tout le reste, je vais assumer par moi-même, c'est-à-dire les grossesses, les accouchements que nous vivrons au cœur de notre intimité conjugale, c'est-à-dire avec seulement mon mari pour témoin, la croissance de mes nouveau-nés, de mes jeunes enfants. Et je vais appliquer ces principes de santé et tu vois, aujourd'hui, je me sens en pleine forme, je fais de la bicyclette pour aller à Savaipata, au village le plus proche, à 14 km d'ici. Mais ici, ce n'est pas la Hollande, ce sont les Andes et il y a des montées très raides, je te garantis. Et mon corps se sent rempli d'énergie alors que je viens de passer l'âge de 50 ans et que mon corps m'a quand même permis de mettre au monde 11 enfants. Alors si on fait un rapide petit calcul, 11 grossesses, ça donne 9 mois chacune, ça donne 99 mois de gestation, soit 8 ans et 3 mois. À cela, il faut rajouter environ 1 an d'allaitement par enfant, soit 11 années d'allaitement, ça donne 8 et 11, 19 ans que mon corps a connu en état de gestation ou d'allaitement. Et c'est à peu près ce que j'ai vécu en effet. Il y a environ une vingtaine de mois d'écart entre mes enfants. Il y a environ, je les allaitais environ 1 an et à peu près j'étais enceinte du suivant. Ça s'est enchaîné. Et il y a 19 ans et demi d'écart entre l'aîné que j'ai eu à l'âge de 24 ans et demi et le dernier où j'ai accouché après mes 44 ans. Et il m'a quand même fallu assumer. Donc pour la première grossesse, j'avais suivi sans grande conviction le protocole proposé par le monde médical, à savoir des analyses de sang, d'urine, des échographies. Mais pour les suivants, en fait, je n'ai plus jamais refait aucune analyse de quoi que ce soit, aucune échographie, par choix. J'ai préféré m'occuper moi-même de mon corps en suivant les principes de la santé naturelle, avec l'argile, avec les plantes, avec un mode de vie sain.
Ça veut pas dire que j'ai pas eu des désagréments. J'ai connu les hémorroïdes de la grossesse, j'ai connu de la sciatique aussi. Les nausées, ça j'ai jamais eu, le diabète non plus, les autres choses je sais pas. Mais il me fallait quand même assumer, parce que je devais assumer non seulement la grossesse en cours, mais aussi le reste de la famille, bien entendu. Par exemple, quand on était en Nouvelle-Calédonie, que j'étais enceinte du 7e enfant, que j'avais 6 enfants de moins de 10 ans, qu'on était en voyage, qu'on vivait en camping sans aucun confort, je crois qu'il faut l'avoir vécu dans sa chair pour pouvoir imaginer. Bon, voilà, la grossesse est un défi pour le corps de la femme, et l'accouchement, c'est un autre défi. Mon premier enfant est né dans la voiture, sur le chemin de la clinique. Nous avons décidé de faire mieux pour les suivants. Nous avons découvert le livre « Pour une naissance sans violence » de Frédéric Le Boyer. Et ce livre fut pour nous une révélation et nous avons décidé désormais d'appliquer les principes exposés dans ce livre afin d'offrir à tous nos prochains enfants une naissance vraiment dans le respect qu'ils méritent. C'est pour cela que, afin de préserver le caractère sacré de cet événement miraculeux, une fois de plus, pour nous, ça a été l'autonomie le plus simple. Donc, nous avons effectué les accouchements dans l'intimité conjugale, dans une ambiance de douceur, de calme, de paix, de tranquillité, avec la pénombre pour ne pas éblouir le nouveau-né qui arrive d'un milieu obscur et qui va ouvrir ses yeux pour la toute première fois de sa vie. Et le résultat fut magique. L'enfant est arrivé en dormant. En dormant? Oui, 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 en dormant, comme quand il fait une sieste. Et même celui qui est né dans la voiture est né en dormant, je te garantis. Alors, après, nous lui donnons quand nous en avons les moyens, nous faisons un petit bain d'eau chaude. Nous faisons chauffer de l'eau et nous le mettons dans l'eau chaude parce que c'est très rassurant pour le nouveau-né qui arrive du liquide amniotique de se retrouver à nouveau dans un milieu aqueux. Ça permet de le nettoyer, ça lui permet de ne pas se refroidir non plus. Et là, l'enfant va se réveiller au bout de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ça dépend. Et tranquillement, il va ouvrir un œil, un deuxième, regarder autour de lui, en général sous les yeux ébahis, émerveillés de ses frères et sœurs qui sont venus nous rejoindre et qui viennent observer la merveille, leur petit frère ou leur petite sœur, et quel est son nom, et leur futur compagnon de jeu. Et tu vois, consciemment, le bébé, l'enfant, l'adulte ne va pas se souvenir du jour de sa naissance. Mais dans son subconscient, il aura inscrit l'empreinte. Il se souviendra dans son subconscient de la manière avec laquelle il a été accueilli, comment il a été respecté, comment il était attendu, comment il était admiré ce jour où il est arrivé et où lui-même il se sentait tellement fragile, tellement vulnérable, tellement petit, tellement dépendant, où il se sentait complètement à la merci de l'environnement extérieur. Et dans ces conditions, être accueilli dans le respect, cela donne à la personne, plus tard, une grande confiance en elle-même et en la vie. Souvent, les personnes qui me rencontrent ont du mal à me croire quand je leur dis que j'ai autant d'enfants ou bien qu'ils sont nés en dormant. Ça peut paraître bizarre, étrange, farfelu. Bon. Je vais te montrer quelques montages parce que les images, les photos, les vidéos, voilà, c'est fait quelques pour te montrer, voilà, c'est la consistance de mes propos. Donc j'ai préparé pour toi 2 montages. Il y a le premier montage qui présente mes 8 premiers bébés et le deuxième qui montre une naissance où on voit l'enfant qui est en train de dormir. Pour le deuxième montage, je fais appel à ton indulgence car ce sont mes enfants eux-mêmes qui ont pris les photos et les films et il commençait à faire nuit.
avec du matériel amateur. Bon, le son, c'est moi-même qui joue le violon et le piano. Je suis violoniste. Et par contre, je ne dispose pas d'un studio d'enregistrement, donc la qualité du son, elle est voilà. Eh bien, je te souhaite beaucoup de plaisir à visionner ces montages. Je te retrouve juste après. Nous allons parler de toi, c'est-à-dire que là, je t'ai parlé de partager sur mon parcours personnel, mais bon, j'ai bien conscience que c'est ma vie, c'est mon chemin, c'est mes propres défis, hein, Mais je voudrais voir avec toi dans quelle mesure mon parcours personnel pourrait t'inspirer pour, à ton tour, relever les propres défis que tu as à relever sur ton chemin pour avancer vers une vie meilleure. Voilà. Je te souhaite beaucoup de plaisir et bon visionnage. On se retrouve dans quelques minutes après ces 2 montages. À tout de suite. Mi dulce flor, entre miradas nació el amor, mi dulce bien. Fue un sueño hermoso hacer un solo nido para toda la vida, vivir llenos de amor. Sin embargo, te fuiste, hojas que se lleva el viento. Este invierno es tan triste y tú ya no estás. Solo amor, mi corazón, mi cariño es para ti. Fue un sueño hermoso hacer un solo nido para toda la vida, vivir llenos de amor. Sin embargo, te fuiste, hojas que se lleva el viento. Este invierno está triste y tú ya no estás.
Coucou! Me revoilà! J'espère que ces deux montages t'ont beaucoup plu, qu'ils t'ont inspiré, ainsi que les propos qui les précédaient. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager dans tes réseaux et à t'abonner à la chaîne. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que ton enfant a un cancer. Dans ce cas, je t'invite vivement à rechercher la vérité afin d'éveiller ta conscience pour élargir ton regard dans le domaine de la santé, comme je l'ai fait moi-même il y a 23 ans suite aux problèmes de santé de mon bébé au Cameroun. Comme le dit si bien Joe Dispenza, nous sommes à une époque d'information et à notre époque, l'ignorance est un choix. Et il a raison parce qu'aujourd'hui, avec Internet, nous regorgeons d'informations. Et à la fois, sur Internet, on peut trouver de tout et de son contraire, et les deux seront démontrés rationnellement. Alors il va falloir faire preuve de discernement, bien entendu. Je t'invite, dans ton cas, à rechercher du côté des médecines naturelles. Je t'invite à t'intéresser aux témoignages des personnes qui ont réussi à se guérir naturellement d'un cancer, alors que parfois elles étaient condamnées par les systèmes médicaux. Je t'invite à faire preuve de curiosité. Je t'invite à remettre en cause tes croyances, à te demander, mais cette croyance, d'où vient-elle? Est-ce que je l'ai vraiment vérifiée? Est-elle vraiment mienne?
je t'invite à faire preuve d'esprit critique vis-à-vis de ton propre système de pensée. Et comment vas-tu savoir que tu as trouvé ta propre vérité? C'est à la fois très simple et vraiment puissant. C'est que tu vas avoir l'impression, au fond de toi-même, de passer de la peur, qui est le résultat de l'impuissance liée à une forme d'ignorance, à la paix intérieure, qui est le fruit de la connaissance et qui te donnera un sentiment de puissance sur toi-même. Alors, pose-toi des questions. Par exemple, tu peux te demander qu'évoque pour moi la maladie du cancer. Si cette question réveille en toi de la panique, si cela t'angoisse, si cela réveille en toi des peurs, des phobies, alors je t'invite à chercher et chercher et chercher encore. Pose-toi des questions. D'où vient le cancer? Pourquoi il arrive? Et comment ça se passe? Et est-ce qu'on peut s'en sortir? Et comment? Et ça se passe comment en physiologie? Et le jour où évoquer la maladie du cancer ne réveillera en toi pas plus d'émotions négatives que de parler d'une prochaine éclipse de lune ou du soleil à venir, chose qui donnait beaucoup d'angoisse autrefois à nos ancêtres, alors tu auras fait un grand pas par rapport à toi-même. Crois-moi, tu auras acquis la paix intérieure de celui qui connaît. Donc, bonne route sur le chemin de la connaissance avec un grand C. Rappelle-toi que la vie est un mystère à découvrir, un cadeau à apprécier, une source à protéger, une alliée à respecter et une semence à faire fleurir. Alors, prends bien soin de la vie afin de lui permettre de prospérer et d'exprimer son plein potentiel. Écoute toujours ton cœur qui te guidera toujours vers la lumière, la paix, la joie et l'amour. À bientôt.